voit trois sujets. Très très important. Je prends le dernier sujet qui est le plus important pour la fin. Peut-être pas important pour vous, mais ça va être important pour la future génération, pour les personnes qui comprendront au futur. Moi, on est d'abord obligé de commencer par ce qu'on fait tout au long de ce mois-ci, c'est la géopolitique spirituelle. La géopolitique spirituelle. Vous avez encore pour les petits pamphlets qui n'ont pas pu être livrés à cause de l'encre. On va essayer de régler le problème le plus tôt possible. Ok, bon. Géopolitique spirituelle. On va prendre un dépeuplement qui m'intéresse à moi. Parce que c'est le dernier qui est assez intéressant. Comme ça aussi, on se pour les grâces. Triste qu'il n'y a pas de petit bouclet, ça va beaucoup permis à vous comprendre, mais je ferai l'effort que dimanche prochain, ça soit livré à temps. Bon. Sans oublier qu'aujourd'hui, on a notre quotidien prière de malédiction qui a intéressé plus d'un. On va essayer de rendre ça ponctuel. Ok. Avant qu'on commence, j'aimerais toujours faire étirer un peu l'élastique, juste pour faire comprendre que le monde dans lequel on vit est multipolaire dans ses réflexions spirituelles. Multipolaire, ça veut dire chacun a un peu de réflexion spirituelle. Chacun d'entre nous. Et on doit essayer de comprendre à travers cela comment le monde fonctionne. Si je parle de la géopolitique spirituelle, on a fait pour les Berbères la semaine passée. La semaine d'avant, on a fait pour l'Empire du Ghana. Aujourd'hui, on va faire les San et les Khoisan. Très intéressant. Parce que les Khoisan et les San font vraiment partie d'une descendance. On prend la peine d'expliquer. J'aurais souhaité vraiment que vous ayez une petite comme ça. Ça va être très intéressant. Et bon. Je prie que la semaine prochaine, que ça soit disponible pour tout le monde. Ceux qui voudront bien sûr apprendre la vie. C'est une exclusivité. La géopolitique des pays de l'Afrique du Sud. Flash colonial, c'est de l'activité. Géopolitique des pays de l'Afrique du Sud et de flash colonial. Géopolitique des pays du Sud et de flash colonial. Merci. C'est un sujet qui est très important parce que on va comprendre pourquoi je prends ça en dernière position. Et l'année prochaine, on va rentrer en détail. Et j'espère que ce que je donne n'est pas là pour élever l'esprit, mais pour injecter la connaissance. Le but, c'est d'injecter la connaissance. Juste une petite injection de morphine de connaissance. Alors, dans le bouquin que vous allez recevoir certainement la semaine prochaine, les pays du Sud, l'Afrique du Sud, c'est-à-dire descendants du Nairobi, Zimbabwe, Namibie, Tanzanie, jusqu'en Afrique du Sud, il y a un peuplement qu'on appelle les Khoisan et les San. On commence par là. Parce que dans chaque différent peuplement, comme les peuples du Ghana, ou de l'Empire du Ghana, comme on a aussi que les peuples berbères, on va depuis leur origine des peuplements. Depuis l'origine des peuplements. On dit je peux aller plus loin parce que les peuples et les peuples Khoisan sont des peuples qui ont près de 40 000 ans d'habitation sur différents lieux géographiques. Donc déjà, ces peuples sont là 40 000 ans avant. On les appelait avant les chasseurs-cueilleurs. Voilà. Okay? Et ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que ce peuplement, aussi puissant, ont développé une intelligence, ont développé la technologie. C'était des grands métallurgistes, des personnes qui ont
qui ont apporté la science et l'éducation dans le sens de l'agriculture. Okay. Les peuples Kaisan. Alors si je prends le mot San, c'est très important de parler de San. Vous savez, ce que le serviteur doit apprendre, ce qui est impossible pour eux, parce qu'ils connaissent déjà, c'est que la première dispersion, le premier homme commence à marcher dans les vastes plaines de la Nairobi, les très vastes plaines de la Nairobi. Il commence à faire une double déportation, l'un vers le sud, vers le nord, d'autres vers l'est, d'autres vers l'ouest. Toutes ces déportations ont créé les différentes formes de peuplement qui ont naturellement, progressivement peuplé les différents continents. Si je prends le Kaisan, c'est parce que c'est très intéressant. Ils vivent dans ces régions depuis près de 40 000 ans, plus d'années. Quand on parle de peuplement, c'est qu'en plus ont commencé à sédentariser dans le milieu. Alors, si je prends ces peuples, c'est parce que les San, c'est un peuplement qui est très spécifique. Vous allez voir ça dans le bouquin, j'espère que ça sera après le bouquin, je vais vous promettre ça avec vous. C'est un peuplement qui sort de l'ouest du Cameroun. Ok? C'est un peuplement de l'ouest du Cameroun. C'est un peuplement qui vient des Grassfields. Parce que je veux qu'on parle de Grassfields. Grassfields, c'est tout ce qu'on appelle le nord-ouest sud-ouest. En collision avec les peuples Yoruba. Ok? On les appelle malheureusement les Bantous. Okay. Mais je ne veux pas les appeler les Bantous parce que je trouve ça très réducteur. Alors aussi, quand on parle des peuplements avant d'entrer, parce que là on est vraiment des temps anciens avant la colonisation, on a d'abord se poser la question, c'est quelle est l'organisation politique qu'ils avaient à leur période historique. C'est très intéressant. Parce qu'en fait, vous savez, comme je le dis depuis beaucoup d'années, les peuples de l'Afrique de l'Ouest, surtout à partir du Bénin, jusqu'en descendant Cameroun, Angola, jusqu'à l'Afrique du Sud, on a la même physionomie crânienne. Je suis content que l'archéologie nous prouve la réalité. Depuis les années 70, les recherches sévères ont commencé. On a découvert des lieux archéologiques très très intéressants qui montrent les peuplements qui étaient déjà avancés dans la métallurgie, avancés dans la science. Je ne sais pas que les pyramides, quand on parle de 40 000 ans, les pyramides ont 7 000 ans. Donc on va un peu plus loin que ça. Alors c'est intéressant de voir à quel point, à partir du 3e au 5e siècle après l'ère du christianisme, les peuples bantous ou les peuples du Grassfield commencent à se déporter donc vers les régions de la Zambie, vers les régions de la Zambie d'aujourd'hui, Zimbabwe d'aujourd'hui et l'Afrique du Sud. Ils arrivent à implémenter leur culture. C'est quoi déjà leur culture avant d'arriver à la période disons précoloniale ou coloniale. Et c'est important de le dire parce que je m'adresse aux chrétiens qui sont vraiment. Les pasteurs, j'ai suivi un débat ce matin, ça m'a un peu fait mal de savoir que c'est un noir qui parle ici. Les peuples, quand j'ai pris le peuple berbère, je vous ai expliqué sagement, je ne sais pas s'il va jamais écouter ça parce qu'il est très élevé. J'ai dit que les peuples berbères n'étaient pas les chrétiens au départ, mais ont évolué avec la romanisation, ensuite la christianisation, ensuite l'islamisation. Il y a évolution. Les peuples, des peuples Anou ou Ana, c'est-à-dire les peuples de l'Ouest, n'ont pas été christianisés au départ. Ils ont été plus islamisés dès le 11e siècle. Ils n'étaient pas christianisés. On voit maintenant les peuples Kaisan, les peuples San, avaient aussi leur culture ancestrale. Je dis encore à mes amis, ceux qui m'écoutent en cachette, je ne suis pas kamite. Absolument pas d'accord. Okay. Je suis juste quelqu'un qui est là pour passer un message. Et dans les peuples San et les peuples Kaisan, on a la culture ancestrale. C'est la culture d'appeler les crânes, d'appeler les ancêtres à travers les crânes et de faire des rituels pour se reconnecter aux ancêtres.
on voit ces cultures naturellement pour ceux qui ont un peu, sont un peu instruits en anthropologie religieuse. On voit que les pays du Bénin, Nigeria, Angola, naturellement Cameroun, jusqu'en Afrique du Sud, ces cultes sont identiques. Donc ça veut dire, je ne suis pas pour du monde dans la structure spirituelle. La structure spirituelle était ancestrale. Très intéressant. Vous allez voir ça dans le petit bouquin la semaine prochaine. Alors ça d'abord ça. Ils étaient très organisés. Il y avait des rois, il y avait une confédération. La confédération San-Kaïsan, très puissante, pour lesquelles ils ont dominé toute la région jusqu'à arriver au Kenya. Tout le sud de l'Afrique était divisé en confédération de Kaïsan et de San. Hyper puissant, très organisé. Et naturellement, quand les Occidentaux arrivent, on appelle ces trucs les barbares. On ne parle pas sur nous. Donc, déjà, c'est tout debunk, toute théorème de christianisation avant le christianisme qui n'existait pas quand les peuples Kaïsan et les peuples San avaient leur culture ancestrale. Déjà. Et allons-y d'abord, je vais rectifier, parce que je vais rectifier ce que les chrétiens, pasteurs aiment faire comme apologétique. Vous savez, quand on découvre la métallurgie en Afrique, la métallurgie c'est quoi? C'est la science de connaître les métaux, reconnaître la science de la température pour laquelle un métal fond et pour lequel un métal se solidifie. C'est une science. On se comprend? C'est une science, c'est une étude que les gens font. Donc quand tu entends les gens dire qu'est-ce que l'Afrique a apporté au monde, je ne sais pas s'ils savent, parce qu'ils ne savent pas que ce n'est pas une question de personne de l'humanité. Moi je ne pense pas que c'est une question de personne de l'humanité. C'est une question de là où les hommes ont reçu une intelligence pour apporter le développement dans leur vie quotidienne. Tu ne veux pas seulement regarder les pyramides comme le paroxysme de la science. Non, il y a beaucoup d'autres choses que les Africains ont fait avant le judaïsme, avant les Assyriens. C'était les inculqueurs d'intelligence et de science. Parce qu'ils vivaient, il y avait des bâtisses, il y a des monuments, il y a des bâtisses. Donc on ne peut pas dire que, parce que les gens disent, qu'est-ce que la sorcellerie a apporté en Afrique? Ça c'est récent, tu parles plus récent en fait. Même si la sorcellerie est relative. Donc quand on parle des peuples Kaïsan, des peuples San, c'est les peuples du glacier. En fait, vous savez que tous les gens de l'Ouest que vous voyez aujourd'hui ont leurs descendants et leur descendance. De la Mozambique au Zimbabwe, en Afrique du Sud, au Malawi, en Namibie. C'est le même peuple. Et je veux dire, pour les recherches archéologiques et génétiques, c'est très intéressant de le dire, montrent des affiliations avec les glaciers. C'est pour faire comprendre une chose. En Afrique, même si les noms divers, on a des affinités génétiques vis-à-vis des peuples du Nord et du Sud. Et allons-y rapidement. Parce que c'est intéressant de voir les peuples gracieux. Je vais faire une étude, je vais vraiment faire une étude des gracieux. Peut-être la semaine prochaine. On va étudier les gracieux ensemble. Gracieux, on l'appelle Bangladesh, c'est très mal été fait pour nous Bangladesh. Déjà, son origine du nom Bangladesh, on prendra la peine d'expliquer cela. Parce que les preuves archéologiques montrent des choses. Ça, c'est pour les je ne bougeais pas mal. Je ne sais pas. Avec le pain, tout ça, ça va. Bon, ceux qui écoutent ne vont pas comprendre. C'est vous qui connaissez le mystère du fruit défendu qui est tombé. Alors, allons-y. Vous savez, comme je disais plus tôt, par rapport à les peuples San, les peuples Kaïsan, qui ont apporté à l'Afrique du Sud, tous les pays d'Afrique du Sud, l'intelligence de la métallurgie, l'intelligence et la connaissance des chasseurs-cueilleurs, l'intelligence et la sagesse de cultiver différentes formes de cultures agricoles, etc., etc. Ce que les gens du Sud oublient, enfin les chrétiens, parce qu'il faut informer, l'histoire est une corbeille d'intelligence. L'histoire est une corbeille d'intelligence. Pour faire comprendre, les peuples du glacier, qu'on appelle Bamileke, ont des traces génétiques et archéologiques avec les peuplements du Soudan et les peuplements de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte. C'est-à-dire, c'est clair et net, c'est pas un débat. Quand on essaie de voir les pictogrammes et les idéogrammes sur les tombes des rois, on voit des monuments, des animaux, des fleurs, des plantes qu'on ne retrouve pas au nord du pays. On le retrouve seulement dans les régions de la Sénégambie jusqu'au Ghana. Ça veut dire, je prends un exemple,
c'est un exemple très banal, juste pour les gens qui ont l'intelligence ou malheur, je suis. C'est aujourd'hui, je m'habille en polo. Ok? Je ne sais pas comment écrire le polo. Le polo a été inventé par ceux qui ont inventé le polo. Donc ça veut dire, si on me voit en train de porter le polo aujourd'hui, et on dit, waouh, tu as les muscles. Je vais dire, je comprends. Si je dis ça, je peux pour toi, mais je comprends. Mais je ne peux pas m'attribuer le polo. Donc je n'ai pas inventé le polo. Mais si personne d'autre autour de moi ne sait d'où vient le polo, qui vient de France, on va dire, ah, Yves a créé le polo. Maintenant, quand tu fais des fouilles archéologiques et tu retrouves que le polo n'a pas commencé au Cameroun, donc tu as une affiliation donc historique et culturelle, disons même purement culturelle. Donc on retrouve les animaux qu'on ne retrouve pas au nord de l'Afrique, qu'on retrouve seulement au Zimbabwe, en Afrique du Sud ou en Sénégambie. Ce sont ces endroits où on retrouve ce type d'animaux ou ce type de fleurs. On se comprend? Voilà. Donc si elle dit, ça montre l'affiliation que le peuple africain a avec les différentes formes de migration au cours des différents millénaires, de migrer vers le nord et de migrer vers le sud, dépendant de la température et du climat ou de l'environnement que propose le continent. Ah, c'est ça qui démontre l'unité, c'est ça qui devrait démontrer. Je ne suis pas là pour le côté culturel, spirituel, au sens spirituel. Je suis là pour voir les déplacements des peuples au cours des différents millénaires. Voilà pourquoi il faut qu'on étudie pas seulement les textes hébraïques, mais il faut qu'on étudie l'humain dans son ensemble et son peuplement qu'il avait dû faire depuis les hommes de 10 derniers millénaires. Donc, on dirait le peuple saint. Les peuples saints ont une culture organisée un peu d'un roi. C'est une forme de monarchie très puissante, hiérarchisée, avec des prêtres, des rois, des sujets qui ont organisé ces peuples pendant des millénaires. Naturellement, comme je le dis toujours, à la chute de cette puissance tombe au même moment que tous les autres peuples dans le 4 coins du monde, c'est-à-dire à l'arrivée des Portugais. Dès que les Portugais arrivent au 15e siècle, c'est de là où, comme au nord, comme à l'est, comme à l'ouest, la puissance donc Caïssa de Sang commence à chuter. Parce qu'il y a la traite négrière. Parce que les gens ne comprennent pas une chose. Je ne sais pas si vous écoutez ceci. Chaque peuple a des intelligences. Écoutez-moi, mes amis, les serviteurs, je dis, racontent des choses qu'ils ne comprennent pas. Chaque peuple a des intelligences. L'intelligence que le Créateur donne à une société est là pour le développement. Donc si on pose la question, mais je m'attends aux amis qui ne comprennent pas cela. Si on pose la question, pourquoi est-ce que l'Afrique ne s'est plus développée après la colonisation? C'est tout simple. Parce qu'on a déporté les intelligences. Voilà pourquoi l'intelligence qui a construit les Amériques, c'est qui? Ce sont ceux qu'on a déportés qui avaient un savoir-faire. Donc quand on déporte la connaissance, on déporte un pays et le pays chute. Dans la chute n'est pas d'abord d'ordre spirituel, même si on peut la rendre équivoque. Mais c'est que quand on déporte la connaissance, on déporte le développement. Donc et c'est ce que les Algériens ont compris. Les Algériens, j'adore leur façon de faire les choses. Parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, pour que tu te développes pas, eux, ils font un recensement de ta population. Ils prennent les nobles, ils prennent les sages, ils prennent les intellectuels et ils les déportent. Le peuple va rester vacant parce qu'ils n'auront pas le savoir-faire pour développer dans chaque institution spécifique. Donc, voilà donc comment les Européens ont pu déporter les Africains et nous priver de développement. Je me réitère pour que les gens comprennent. Parce qu'ils avaient bien dit la sociologie ne développe pas un point. C'est normal. Tous les intellectuels aujourd'hui ont été déportés. Ils sont déportés tous les intellectuels. Tout ce qui reste, ce sont les cancres. Et les cancres n'ont jamais été construits. C'est arrivé dans tous les peuplements du monde. En Europe, quand on déportait les intelligents pour les amener dans le peuple de l'Orient, de l'extrême-orient, ça a assujetti le peuple. On est ensemble. C'est très important. Très important. On repart. Parce que j'entends le débat, les gens débattent sur les choses, qu'ils veulent absolument avoir raison. Le but n'est pas d'avoir raison, c'est de former. Aujourd'hui, si dans 10 ans, le Cameroun est pauvre, en continuité pauvre, c'est parce qu'en fait, on laisse absolument toutes nos intelligences à nos Canada. Dans 10 ans, le Canada sera peut-être très puissant.
Parce que tous les intelligents, tous les mathématiciens, tous les physiciens, tous les couturiers, tous les charpentiers vont déposer leur expertise et vont faire grandir ce pays. Chaque exode de masse abaisse le QI d'un pays. Je dis bien, chaque exode de masse abaisse le QI. Donc, forcément, les Africains qu'on a laissés à l'Afrique ne sont que là pour prier. Ils ne peuvent pas donc développer leur pays. Parce que même quand les colons viennent, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je vais parler de Chaka Zulu, parce que Chaka Zulu, c'est une figure emblématique qui était un Kaisan. Quand des potes, on réalise, parce que pour voir notre intelligence, c'est pas, il ne faut pas faire, il faut pas être Einstein. Tu vois ce qu'il sait faire. Il est bon en métallurgie. Il est bon en couture. Ah, viens, on t'amène dans mon pays, tu vas être riche. On t'amène dans le pays, tu es riche. Qu'est-ce qui fait la richesse de l'Europe aujourd'hui? Qui sont ceux qui ont les plus grosses et importantes inventions de la génération précédente, des années 1800 ou 1900? Ce sont les Noirs. En Amérique, qui a découvert l'électricité? L'ampoule. Ce sont les Noirs. C'est important d'avoir le dire. Bon, imagine-toi que l'intelligence, la science qui a été donnée à ce Noir aurait été en Afrique. On aurait électrisé. Quel continent serait électrisé avant l'autre? L'Afrique. Donc je me dis compte, parce qu'il faut déjà être. C'est comme si l'intelligence a fui. Ça a fui. Enfin, oui, ça a fui. Ça a été déporté. Ok? Parce qu'il faut avoir que ça soit clair. Même jusqu'au premier moteur à vapeur. C'est très important de remettre ça dans le contexte. Bon, c'est pas le. On continue. Donc les Kaisan et les San sont un peuple très puissant, très prospère. Parce que c'est une région du monde où il faut dire il y a de l'or. C'est aussi dans cette région du monde qu'on appelle aussi notre forme de Gold Coast. Il y avait beaucoup d'or. En fait, il y a même une légende. C'est là où tu vois que tu peux avoir l'intelligence dans un domaine spécifique, mais tu n'as pas l'intelligence dans le domaine spirituel qu'il faudrait encadrer. Alors, vous savez, dans les textes bibliques de Salomon, il y a l'arche perdue. Vous savez que l'arche est perdue. Il y a les légendes des sites où Salomon, entre guillemets, recueillait de l'or. Donc il s'avère donc que les explorateurs portugais, comme ils ont vu beaucoup d'or en Afrique du Sud, on dit ah, mais c'est possible que ce soit l'endroit où Salomon venait prendre son or. C'est devenu un mythe très puissant dans les 1800, 1900. Ça s'est seulement calmé à partir d'apartheid. On parlera d'apartheid très important. Donc, les révoltes commencent. Les puissantes révoltes commencent parce que cette région du monde est embastillée par les Portugais. Ensuite, vous savez ce qui s'est passé, comme dans tous les autres pays d'Afrique, les autres différents groupes de royaumes d'Afrique. C'est les Anglais, surtout les Anglais, je suppose que c'est plus les Anglais, ont pris cette partie, ont chassé les Pays-Bas, ont chassé les Portugais et ont fait cette région une colonie anglaise. Très intéressant. Ici donc, les révoltes de Kaisan est puissant. Et un grand guerrier que tout le monde connaît, Chaka Zulu. Alors Chaka se lève et crée, déjà c'est un roi puissant qui décide donc de combattre les colons anglais. Et pour la première fois dans toute l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, il gagne la bataille. Mais la bataille était sanglante. On décapitait les hommes, on découpait les mains. Il y avait des morts à perpétuité. Parce qu'il faut savoir une chose. Les Anglais avaient une avance technologique. La macarone. Ok? Et forcément, quand tu écoutes un peu les histoires derrière les histoires du peuple Chaka, ok? Qui aime Kaisan, vous pouvez le répéter. Ils ont refusé à certaines parties d'acheter les armes anglais pour combattre les Anglais. Parce que les Portugais voulaient bien les fournir en armes. Mais ils ont dit non, c'est des fiers guerriers. Ils sont partis avec les lances. Et ils ont perdu la maison d'Anglais. Et donc, ainsi, tous morts, découpés, décapités, l'Angleterre ou la Grande-Bretagne, à travers sa plus grande reine qui a créé plus de paix sur cette terre. Que son nom repose en paix. Amen. Colonise donc toutes ces régions à partir de la fin 1800, début 1900.
Et au fur et à mesure où les ethnologues commencent à réaliser que les peuples-ci, comme les autres peuples, sont des peuples confédérés, organisés, ils ont voulu donc organiser à travers une désorganisation sociale, de distinguer maintenant la race blanche des peuplements Kaisan-san. C'est là que l'on naît après la Première Guerre mondiale, ainsi jusqu'aux années 70 à 80, ce qu'on appelle l'idéologie de l'apartheid. C'est-à-dire séparer les peuplements noirs qui devraient se développer sans aide de développement et unifier les peuples blancs qui deviennent aussi, à cette période-là, une monarchie. Parce qu'en fait, les Hollandais, ou les Pays-Bas, l'Angleterre, décident de faire de ce pays une monarchie. C'est un peuplement blanc qui prend toutes les terres noirs. Jusqu'aujourd'hui encore, vous savez, les peuples d'Afrique du Sud en souffrent sévèrement parce qu'il y a des endroits qu'on appelle encore les terres blancs. Les autres appellent les Bushmen. Bon, un petit Bushman, ok? En fait, ça vient de ces termes-là, c'est les San et les Kaisan qu'on appelle les Bushmen, malheureusement. Et après l'apartheid, une période très très grave. Dans la petite photo que c'est parce que je n'ai pas dit, il y a un problème dangereux, ça va être très beau de voir à quel point, même les panneaux de signalisation, on met un chien. On met un chien qui est là. On dit, pas pour le noir, mais le chien, il peut être là. Le chien peut stationner, mais pas le noir. C'est arrivé à un point où c'était très violent, les guerres dans cette région étaient très violentes. Les Anglais ont massacré des peuples en milliers. Sans oublier que sous le manteau du christianisme, c'est le christianisme. Ensuite, maintenant vient la grande configuration de l'ANC que tout le monde connaît. Ce parti unique, les Noirs, a été créé. Et ensuite, maintenant, Nelson Mandela, à partir des années 90, prend le pouvoir et met un terme à l'apartheid. C'est comme ça ici. Parce que l'apartheid n'est pas vraiment fini. Il y a toute cette discrimination qui existe dans toutes ces régions qui ont été subdivisées. Parce que je vais me mettre un très beau croquis. Bon, je pense que ceux qui viennent de ce côté du pays vont connaître. Ce n'est que des fleuves qui les séparent. Ok? Zimbabwe de ce côté, Namibie de ce côté. Ce n'est que les fleuves qui les séparent. En fait, c'est le même peuple qui traverse les fleuves pour le commerce. Donc tu vois, en fait, comme dans l'ouest, comme à l'est, comme au nord et comme au sud, dès que les colons sont venus, ils ont désorganisé une organisation qui était déjà là depuis des millénaires. Donc spirituellement, ça a désossé les cultes africains. Je ne suis pas pour les cultes africains. Je donne les faits de l'histoire pour faire comprendre que les peuples Kaisan, les peuples ça n'ont jamais été chrétiens jusqu'à l'arrivée des Portugais, jusqu'à l'arrivée des Anglais. Point. Ok? Et aujourd'hui, nous avons la chance de ne pas avoir vécu en Afrique du Sud. On a la chance, oui, disons la vérité. À notre niveau, de ne pas avoir vécu en Afrique du Sud. De ne pas avoir vécu en Zimbabwe, de ne pas avoir vécu au Kenya. Pourquoi? Parce que la ségrégation et l'apartheid étaient très violentes. Tu pars de la lune blanche comme ça. Tu passes à l'œil blanche, tu passes à l'œil blanc quand tu es noir. Et ce qui est intéressant, dans le petit documentaire que j'ai déposé encore une semaine, et je m'arrête là pour la géopolitique des peuples du sud, des Kaisan et des San, c'est au début du 15e siècle. Au début du 15e siècle, il y a une loi qui est dirigée par le pape en 1472. C'est une règle qui fait polémique aujourd'hui parce que j'ai posé sur Facebook juste pour, comme ça, juste une petite brioche croustillante avec du beurre à l'intérieur, sans chocolat. Alors il donne la loi et le devoir en signature que les peuples africains et les peuples indiens doivent être assujettis, asservis, rendus esclaves. C'est vrai qu'il y avait certaines personnes qui étaient contre. Oui. Mais quand le pape donne son ordre, le pape donne son ordre. Ils ont donné l'ordre pour la traite négrière en Afrique.
Et ils ont apporté une idéologie du 15e siècle qu'on appelle la race pure ou le sang pur. Le Cham, le Kam, c'est l'esclave de l'esclave. Donc, la légalité de la Genèse, chapitre 8, 9, donne le droit au peuple sémite, entre guillemets, au peuple sémite, d'asséner les autres peuples. C'est de là que vient l'idéologie de l'esclavage. En fait, plus fort, oui, il y a eu l'esclavage avant. Avant la traite négrière, il y avait les esclaves. Mais ce n'était pas les esclaves, comme on a vu la traite négrière, c'était différent, malheureusement. Quelle est la leçon à tirer de notre géopolitique spirituelle? Le but de cela, ce n'est pas pour condamner automatiquement les chrétiens ou les musulmans aussi, parce que la conquête musulmane était très puissante à partir du 8e siècle. Le but, c'est de comprendre le circuit de l'évolution de l'humanité à travers les dominations des peuples, le circuit de l'évolution de l'humanité à travers les dominations spirituelles, le circuit de l'évolution de l'humanité à travers l'évolution en technologie, en médecine, en sciences. Parce que même si la religion évolue, même si la spiritualité évolue, ça n'arrête pas la science, ça n'arrête pas la médecine, ça n'arrête pas les découvertes. Donc en fait, les découvertes ne sont pas automatiquement proportionnelles à la religion. Parce que la religion n'est pas le facteur qui apporte l'évolution scientifique. Parce que l'évolution scientifique appartient au créateur qui donne l'intelligence pour développer son environnement. Donc, ici, le but, c'est toujours mes collègues serviteurs qui vont écouter ça dans 10 ans, dans 3 ans, je ne sais pas combien de temps. C'est que les peuples sames ont une spiritualité. Ok? Les peuples berbères ont une spiritualité. Les peuples de l'Empire du Ghana ont une spiritualité. Diverses les uns des autres, mais ont une spiritualité. On peut en débattre des uns et des autres. Chacun va vouloir une affiliation pour montrer qu'on est puissant plus que l'autre. Mais la réalité est que les peuples africains ont eu une spiritualité. Se sont organisés en peuple, organisés en géopolitique. C'est-à-dire qu'ils avaient un leader politique et spirituel qui dirigeait le peuple pendant des millénaires. Ils étaient organisés en confédération. Ce qui a gâté la confédération africaine, c'est l'arrivée d'une autre puissance qui a une technologie un peu plus avancée. Ok? Le fait que l'Occident, l'Europe, mettons ça ici, parce que l'Europe aussi a été colonisée. Il faut oublier que l'Europe a été colonisée à un moment. Par qui? Par les Perses. Parce qu'il faut le dire clairement. Donc, s'il faut comprendre l'évolution des peuples à travers les 3 derniers millénaires, il faut voir comment les peuples sont conquis les terres, conquis les hommes, conquis les intelligences. Mais la science reste constante dans son évolution pour apporter le bien à la société. Comment le serviteur, à mon avis, devrait se positionner? C'est là où toute la question se pose. Aujourd'hui, les peuples sains sont à Kaïsa les sains sont en majeure partie chrétiens, peut-être à 80%. Les restes sont des animistes. Si on voit chez les berbères, les peuples berbères ou amazigh sont à 90% musulmans, très peu chrétiens, peut-être 5%. Et le reste sont des animistes. Si on va en Afrique de l'Ouest, les peuples sont mixtes entre les musulmans et les chrétiens. Très peu d'animistes, très peu de personnes qui ont la culture purement, disons, africaine. Ça, c'est le mélange dans la saladière. Votre saladière africaine a beaucoup de culture, beaucoup de diversité spirituelle, mais qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Parce qu'en fait, après ce bon discours historique que personne ne va corriger à la fin, c'est le but de ton expression, c'est quoi? Si on veut connaître l'histoire, on peut ouvrir une histoire. Si on veut connaître l'histoire, on peut. On sait que la plupart d'entre vous n'aimez pas l'histoire. On commence à les histoires des histoires. Okay. Mais que le but, c'est quoi? De rappeler l'histoire. C'est qu'on puisse observer les erreurs qu'on avait pu connaître. L'histoire devrait nous servir de leçon pour le futur. Parce que culturellement, spirituellement, il y a évolution. Depuis 3000 ans, l'Afrique était dans sa culture animiste, dans sa culture osirienne, etc., etc.,
ensuite est venu les peuples perses, ils ont chamboulé, ensuite est venu différents peuples qui ont chamboulé progressivement à ce qu'on est aujourd'hui en train de parler le français. Il y a 2000 ans, on ne parlait pas le français. On ne parlait pas anglais. On ne priait pas au nom de Jésus. On priait au nom des dieux divers. Donc ici, le but, c'est ce qui est difficile pour les révéler. Parce que les révélés pensent que nous sommes à la fin d'une révélation. Ils ne savent pas que nous sommes dans une continuité de transformation culturelle qui va continuer à se transformer au cours des prochains millénaires. C'est là où on s'arrête à la révélation d'Adieu. Parce que je vais avec ça, le dernier message. C'est là où il faudrait que le service de Dieu puisse, ce qui est difficile à cause de ce que je vais dire la prochaine thématique. C'est difficile de voir les transformations culturelles. En 3000 ans, la vie a changé de langage, a changé de culture, a changé de divinité, a changé de façon d'habiller, a changé de mangeoire, de croissant, le pain chaud. On a changé en 3000 ans. Mais la seule chose qui est restée, c'est la capacité de l'homme à s'adapter à son environnement. Parce que c'est ça, l'intrinsèque, l'entropie de tout humain dans son développement personnel. C'est triste donc de voir à quel point les hommes, et je peux comprendre, font des affinités à une religion. C'est le droit. Je dis bien, tu as le droit d'adorer qui tu veux. C'est ton droit. Mais je te rappelle seulement l'histoire que tes petits-enfants ne seront pas chrétiens. C'est tout. Parce que ceux qui étaient là il y a 1000 ans avaient dit, on ne va jamais accepter ça. Aujourd'hui, vous êtes dans ça. Demain, qu'est-ce qu'on sera? C'est donc là où vient l'aspect du temps et des circonstances du temps qui arriveront. C'est vrai, aujourd'hui, la plupart de nous, on célèbre de vous, parce que je suis dans cette lexique, célèbre la résurrection, etc. Dans 500 ans, on va célébrer quoi? Tous les chrétiens vont dire, quand tu célébrais ça, en fait, pas que le chrétien va savoir que non, c'est la fin du monde, je pense. Je pense que c'est la fin déjà. Mais c'est là où la capacité du serviteur devrait vous rassurer. Bonjour, le serviteur ne vous rassure pas. Le serviteur vous fait comprendre que la fin arrive bientôt, il viendra. J'ai écouté un débat très très fructueux sur Canal 2, très fructueux, où les papas avec la barbe blanche étaient en train de débattre sur un homme qui est mort, qui reviendra. Je veux dire, ça vous montre, c'est pas mauvais, ils font leur travail. Ils font le travail pour démontrer ce qu'ils savent. Et c'est excellent. Il ne faut pas en débattre. Mais c'est ça le vrai problème. On s'arrête au niveau de ce qu'on lit, pas de ce qu'on sait. Dans la géopolitique africaine, il faudrait que les serviteurs de Dieu de demain l'étudient. Et c'est ça qu'il dit. Parce qu'on étudie un paradigme, on n'étudie pas l'histoire dans son ensemble. On étudie un paradigme. C'est-à-dire, on regarde l'histoire sous un seul angle. Étudions l'histoire pour voir comment ça change. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gagnants de l'histoire, c'est les musulmans, les chrétiens et les francs-maçons. C'est eux qui gagnent aujourd'hui. C'est les gagnants qui ont le premier prix. Le premier prix c'est chrétien, le deuxième prix c'est musulman, le troisième prix c'est franc-maçon. C'est 3 prix qui ont. Mais qui sera champion dans 500 ans? Parce qu'il y a 2000 ans, il y avait d'autres champions. Il y a 2000 ans plus tôt, il y avait d'autres champions. Qui sera le champion dans 500 ans? Mais le champion d'aujourd'hui va te dire qu'il sera champion demain. C'est ça le vrai problème. Alors il faut étudier la géopolitique et de voir comment les peuples du monde, à travers les conquêtes des territoires, changent de religion, changent de culture et deviennent la culture qu'on les a imposée. On va me poser comme question, comment le faire subliminalement? Est-ce que tu es non pour les peuples kamites? Je ne suis pas pour la culture kamite. Je le dis haut et fort, je ne suis pas un kamite. Est-ce que tu vas aller faire les cultes des ancêtres? Je ne sais pas comment le faire, une connerie pareille. Je connais le prix. Qu'est-ce que tu vas le faire? Suite. La suite, donc, de notre discussion d'aujourd'hui. Je finis la première partie. La géopolitique spirituelle devrait être étudiée dans les écoles. La géopolitique spirituelle devrait être étudiée dans les écoles. Mais celui qui te colonise ne veut pas que tu connaisses ou saches